Les résistants doivent absolument sortir de leur entre-soi. Depuis 2 ans, on a vu cette émergence de divers collectifs. Ça a permis de donner des repères à énormément de personnes qui au départ se posaient des questions, se grattaient la tête, étaient parfois isolées, parfois quand même soutenues dans le milieu intrafamilial et se retrouvaient en manifestation, se retrouver en réunion, et ça c'est ce qui s'est passé depuis mars 2020. Aujourd'hui, les résistants doivent absolument changer de technique. Ils peuvent continuer, et c'est important, à se retrouver entre eux, parce qu'ils ont besoin de partager des idées. Mais il faut aujourd'hui que tous ces collectifs résistants, tous ces mouvements de résistants, aillent au-delà, mais avec d'autres méthodes, puisque les personnes qui sont encore en dehors du chemin, ont besoin de comprendre, mais doucement. Chaque personne, chaque autre, avec un grand A, est tellement différent qu'il faut trouver les bons mots. Donc il n'y a pas des recettes toutes faites, mais une action qui a marché à Montpellier, il faut pouvoir la partager pour qu'elle puisse marcher à Lille, à Rennes, à Strasbourg. Et je suis sûre que demain, la solution va venir des territoires de proximité. Parce que les gens sont géniaux, parce que les gens ont plein d'idées, parce que les gens, sur un territoire de proximité, se connaissent. Et quand quelque chose fonctionne quelque part, quand une action fonctionne quelque part, elle doit être absolument diffusée, elle doit être reproduite. Et ce qui est important, si on ne veut pas faire d'erreur, si on veut continuer à avancer, c'est l'organisation, c'est la structuration. C'est justement travailler cette structuration et cette organisation d'action. Et surtout, là actuellement, dans la structuration, pour l'instant, d'Ensemble pour les libertés, mais dans une structuration interconnectée avec d'autres. Et c'est ça qui est en train de se mettre en place et en train de se construire. Donc ça, on en est au début, juste au début, mais il y a de l'avenir. Si chaque personne, tous les jours, est capable d'aller vers 5, 6, 7 personnes et d'aller discuter et d'aller convaincre, mais c'est juste extraordinaire. On est à peu près 1000 sur les 3 jours ici, 1000 fois 5000 tous les jours. La boule de neige, ça serait absolument extraordinaire. Parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner. En psychiatrie, on sait très bien que la personne qui va mal, elle n'a pas forcément l'énergie, la ressource pour aller chercher de l'aide, pour aller demander du soin, pour trouver la personne qui va pouvoir être à même de l'aider. Là, on est dans le même cas de figure. C'est-à-dire que tous ceux qui sont mal, parce qu'ils sont mal dans leur chair, ils sont mal dans leur corps, ils voient bien qu'il se passe des choses qui clochent, qui sont bizarres, ils n'ont pas l'énergie d'aller chercher. Ils ne savent pas comment chercher. Donc eux, ils vont peut-être taper complotiste. Je ne sais pas, parce qu'on leur a dit que tout ce qui n'était pas parole gouvernementale ou doxa gouvernementale, forcément, c'était l'origine du complot. Peut-être, mais il y en a surtout énormément, la majorité, qui se replient sur eux-mêmes. Et ceux-là, il faut aller les chercher. Ceux-là, il faut aller à leur rencontre, peut-être en mettant simplement, en glissant des choses dans les boîtes aux lettres, en allant à leur rencontre sur les marchés, avec beaucoup de patience, avec l'énergie de répéter les choses, l'énergie de tendre la main ou de laisser simplement
Si vous avez besoin, on est là, vous venez nous voir, voilà, dans nos locaux, ou vous nous passez un petit coup de fil, ou vous nous envoyez un mail, et on sera là. On sera là pour réexpliquer les choses, etc. Donc ça peut prendre du temps. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de résistants qui donnent énormément de leur temps, mais c'est fondamental. Mais pour dépasser ça, je pense qu'à un moment, on devra passer l'échelon supérieur encore de la structuration. Ça, il faut qu'on en discute. L'organisation, oui, voilà. Ça c'est le... J'ai senti entre les résistants que c'est le moment de s'organiser, parce qu'il y a, comme tu l'as dit au début, il y a beaucoup d'initiatives géniales, mais il y a un moment, il faut que tout ça travaille ensemble, et puisse, sans étouffer l'originalité qui naît du terrain, que tout ça puisse se structurer ensemble. Et peut-être que nous, médias, on a un rôle à jouer, mais nous, on a le même problème, c'est-à-dire que comment faire, ça nous traverse tout le temps, entre nous, le débat entre nous, comment on fait pour à la fois s'adresser à ceux qui savent déjà, qu'on doit conforter, qu'on doit aider, qu'on doit continuer à alimenter en information, mais en même temps, et c'est presque schizophrène comme travail, s'adresser à des gens qui ne savent pas du tout. C'est très compliqué. Et on ne peut pas s'adresser à eux de la même façon. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout... les personnes qui sont très attentives depuis 2020, qui vont chercher, etc., ont eu une foultitude d'informations. Mais pour les autres, qui ont fait confiance dans leur gouvernement, et je ne les culpabilise jamais et je ne les condamne pas. Parce que, au fond, c'est la logique de faire confiance en l'État. L'État, c'est une figure paternelle. Donc, on s'en remet à son gouvernement. Jusqu'à présent, alors en France, on était protégés. Il y avait énormément de mesures sociales. Mais on voit à quel point tout cela s'est détricoté. Pour une partie importante de professionnels, entre les gendarmes, les pompiers, les soignants, quels qu'ils soient, qui sont aujourd'hui extrêmement brutalisés, parce que quand ils ont fait le choix de ne pas se faire injecter, ils n'existent plus dans la société. Ils ne sont même plus des sous-citoyens, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de statut. Ils n'ont plus de statut professionnel, ils n'ont plus de rémunération. C'est du jamais vu. Donc ça, c'est à nous. C'est à nous à continuer à l'expliquer, c'est à nous à avoir des exemples très très concrets. Il faut cultiver cette possibilité à un moment de dire attendez, non, arrêt sur image, l'esprit critique. L'esprit critique qui est complètement perdu aujourd'hui. Donc ça, il faut redonner des outils, des techniques pour que les personnes puissent retrouver cette capacité à dire non, temporairement, ou peut-être plus longtemps, mais au moins à être maître, à retrouver la capacité d'être maître de leurs actions, de leurs décisions, et ne pas faire partie d'un tout qui est un tout qui aujourd'hui est un tout obéissant. Ça fait écho à quelque chose que j'observe et que je remarque beaucoup chez les résistants, parce que il y a un paradoxe. Au début, les résistants, c'est ceux qui ont très vite vu que quelque chose clochait avec le narratif du Covid, les masques, les vaccins, tout ça. Ils ont essayé d'avertir, or, à l'époque, personne ne les écoutait. Maintenant, c'est maintenant que le fruit est mûr, puisque maintenant, on commence à avoir des données assez solides sur la surmortalité vaccinale, sur les gros problèmes. Or, maintenant, il y a un effet de découragement chez beaucoup d'entre eux qui disent « ça sert à rien de parler ». Il n'y a pas une famille qui ne connaît pas quelqu'un qui présente des effets secondaires, malheureusement, de cette injection. Soit des accidents vasculaires cérébraux, soit des femmes qui ont un cycle menstruel complètement perturbé, soit même des décès, ce qui est absolument terrible. Donc les personnes sont capables d'entendre un message différent aujourd'hui. Et ce que j'ai l'habitude de faire, c'est en permanence poser des questions pour interpeller. C'est pas arriver avec des chiffres, des preuves, parce que ça leur fait tellement peur qu'ils sont dans le rejet de cette façon de faire. Il faut questionner, très simplement. Est-ce que, jusqu'à présent, vous avez eu, parce que ce sont des personnes souvent qui ont des enfants, les enfants avaient déjà eu les vaccins classiques, est-ce que vous avez remarqué autant
d'effets néfastes sur le psychisme, sur la personne, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais les effets de ces injections avec des troubles psychiatriques, moi qui suis psychiatre, avec des troubles incroyables sur le plan même de la personnalité, les troubles de l'humeur, etc., c'est catastrophique. Est-ce que vous avez déjà remarqué, avant, jusqu'à présent, autant d'impacts négatifs? Et les personnes, spontanément, disent non. Et là, ça permet, ok, alors on va se poser, on va un petit peu discuter, on va réfléchir. Et ce qui est génial, c'est quand après ils nous disent mais oui, je ne sais pas si vous avez complètement raison, je ne sais pas si ils ont tort, etc. Mais maintenant, on va peut-être analyser les choses différemment. On va être en capacité d'être beaucoup plus ouvert et de comprendre qu'en effet, il y a des choses qui clochent. Là-dessus, on va rajouter, on peut parler du climat, on peut parler de la guerre en Ukraine. Enfin, encore une fois, dans le narratif des gouvernements, parce qu'il n'y a pas qu'en France, il y a en effet, il y a en Italie, en Espagne, en Belgique, etc. Tous les gouvernements, on va dire, de l'Union européenne ont ce même discours. Mais ce discours, il cloche, il est anormal, il est bizarre. Il est là pour entretenir cette peur collective. Donc, il faut pouvoir expliquer tout ça aux personnes de façon très concrète, par des exemples, puisqu'ils arrivent, pour qu'ils puissent eux-mêmes arriver à se questionner. Et après, les actions. Les actions, bien sûr, moi je prône la non-violence, c'est surtout, c'est fondamental qu'on en reste à quelque chose qui soit basé justement sur le partage, sur le dialogue, etc. Mais de temps en temps, voilà, des petites actions un peu qui vont être en capacité de remuer les esprits. Je sais que tout à l'heure on parlait d'actions dans les pharmacies. Les pharmacies, pour se couvrir aujourd'hui, vous rentrez dans la pharmacie avec un masque. Tous ces derniers temps, moi, quand je rentre dans une pharmacie, je n'ai pas de masque, parce qu'il n'y a aucune raison d'être masqué. Et quand je suis interpellée, c'est juste génial, parce que ça permet de rentrer dans un dialogue, de dire mais ok, vous m'imposez le masque, mais vous avez des preuves scientifiques que le masque protège. On sait aujourd'hui tous les articles qui ont démontré que le masque ne protège absolument pas. Voilà, il y a plein de choses comme ça, très concrètes. Moi qui ai été élue, puisque actuellement, donc j'ai pas été réélue dans mon mandat de parlementaire, mais voilà, dans ma circonscription, je suis en contact avec toutes les petites et moyennes entreprises. On sait aujourd'hui que, avec ce que le gouvernement en France est en train de concocter sur le plan énergétique, on sait qu'il va y avoir des délestages, certaines entreprises vont être dans une difficulté financière absolument terrible. Aujourd'hui, ça, il faut en parler tout de suite, avant que ça arrive. Il faut en parler avant que les entreprises soient déjà en train de licencier. Il faut en parler pour que, justement, les citoyens, encore une fois, dans un territoire de proximité, puissent comprendre les enjeux. Leur société même de proximité va être mise terriblement en danger. Et c'est comment réfléchir, dès aujourd'hui, à trouver des actions pour empêcher ça. Je m'appelle Martine Vonner, je suis une femme de 58 ans, mère, médecin psychiatre, et j'ai été députée pendant 5 ans, au départ députée de la majorité en France, donc aux côtés du président Macron, jusqu'au moment où, pour mon grand bonheur, ils ont décidé de m'exclure du parti majoritaire. Je dois dire que je leur ai donné beaucoup de fil à retordre dès l'élection, puisque dès le début, dès 2017, tous les projets de loi qui étaient soumis au Parlement étaient tellement déconnectés du projet qui avait été vendu aux Français, du projet présidentiel, que rapidement, j'ai voté contre la prolongation du glyphosate, j'avais été très à l'écoute de la question des gilets jaunes, et bien sûr j'ai voté contre la proposition de loi anti-casseurs, parce qu'en France on a considéré que les gilets jaunes n'étaient que des casseurs, et qu'on pouvait réprimer les manifestations de façon très violente en utilisant, et on l'a vu, notamment des armes telles les LBD 40, etc. Donc,
J'ai voté contre le CETA parce que imposer à nos agriculteurs des normes absolument incroyables qui les empêchent de vivre, mais en même temps accepter que des produits viennent de l'autre bout de la planète et qui, eux, ont été produits sans les mêmes impositions d'utilisation de pesticides, de normes, etc. Ben, c'était complètement aberrant. Donc, il y a eu toute une série de choses comme ça, et bien sûr, le moment qui a fait que le gouvernement ne voulait surtout plus entendre parler de moi dans le groupe majoritaire, c'est quand il y a eu cette crise sanitaire et que je me suis élevée pour simplement au départ questionner en disant mais je pense que vous êtes sur une mauvaise voie, je pense que vous vous trompez. Oui, on a vu que certains confrères avaient traité des patients et que ça se passait très bien. Quand on disait non, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de traitement, restez chez vous. Ben, non, moi j'ai questionné en disant mais pourquoi vous dites ça? Et mon confrère ministre Olivier Véran, je lui dis mais Olivier, monsieur le ministre, vous avez le droit de vous tromper, mais il y a un moment, est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut avoir un vrai débat? L'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple, c'est la maison où on peut discuter, on doit débattre. Et là, j'ai compris que c'était quelque chose de tellement impossible que voilà, j'aurais pu être découragée. J'ai pas été découragée parce que mon métier, c'est la médecine, mon métier, c'est prendre soin et c'est pas faire de la politique. Donc quand mes collègues me disaient de façon très vulgaire, tais-toi. Donc c'est pas comme ça qu'il le disait. Il disait ferme-la. Ferme-la, c'était ce qui était dit. Ferme-la, tu ruines ta carrière politique, tu te rends pas compte. Je dis mais attendez, moi je suis pas là pour faire carrière. L'objectif pour moi, c'était tout de suite de faire réfléchir mes collègues parlementaires. J'ai essayé d'agiter un petit peu les consciences auprès. Il y a beaucoup de soignants dans les deux chambres, les sénateurs et l'Assemblée nationale. Plus d'une quarantaine de soignants. J'ai essayé, je leur ai écrit, je leur ai envoyé des mails, je leur ai téléphoné. Ben non, il y avait un blocage total. Quoi vous dire d'autre? Ben avant, j'ai eu un parcours assez atypique comme médecin psychiatre, puisque j'ai commencé bien sûr à l'hôpital public pour ma formation, pour terminer ma formation. Et ensuite, oui, comme praticien hospitalier dans des hôpitaux psychiatriques avec des patients lourds, des services fermés, etc. Et ensuite, je me suis réorientée vers une activité en lien avec les tutelles. Donc j'ai travaillé avant les agences régionales de santé. J'ai travaillé comme chargée de mission à l'agence régionale d'hospitalisation. C'était un moment où c'était encore vraiment, j'ose dire, génial, parce qu'on avait une hiérarchie médicale. Et quand on est alors je ne vais pas dire dans l'entre-soi médical, mais quand on parle d'organiser les soins sur un territoire de santé, mais qu'on parle entre soignants, on sait ce qu'on est en train de se dire. Et au moment de cette mutation que j'ai vu arriver en 2005, donc ça commence à dater, mais les agences régionales de santé, celles qui aujourd'hui donnent des ordres aux professionnels de santé sur les territoires, j'ai vu arriver ce carcan de l'administration. J'ai pris mes jambes à mon cou, parce que d'imaginer que quelqu'un qui n'y connaît rien en médecine, comme aujourd'hui certaines personnes, que ce soit chez McKinsey ou même au ministère de la Santé, qui donnent des ordres aux médecins en disant vous utiliserez ça, cette molécule-là, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, vous allez soigner comme ça, surtout vous n'allez pas soigner parce qu'on vous interdit de soigner. Mais qui sont ces gens-là? Et donc cette révolte-là, je l'avais déjà bien avant d'arriver à l'Assemblée. Et puis j'ai travaillé aussi dans un très très grand groupe privé où j'étais directrice de développement France. Donc mon travail était de créer des structures de soins. À un moment, 10 ans de ma vie remarquable où j'étais France entière et j'ai porté des projets, plus d'une trentaine de projets de cliniques avec dans mon domaine les soins de suite et réadaptation ou la psychiatrie qui étaient basés sur l'humain, sur les équipes pluriprofessionnelles. Et un jour, on m'a dit, j'ai été convoquée par le PDG France, qui m'a dit non, mais il va falloir mettre beaucoup moins de personnel parce que les projets que vous faites sont très bien, mais ils ne sont pas assez rentables économiquement. J'ai refusé et j'ai été licenciée pour faute. Voilà, donc j'ai toujours, je crois que j'ai un chemin qui est encore une fois celui de l'expression de mes valeurs. Et quelle que soit la pression de l'environnement, je
continue à marcher, je ne dévie pas de ce chemin.